Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% sur l'actualité canadienne. À l'animation, au micro, Adi Raphaël, toujours présent, rejoint par mes deux compères, mes deux collègues et mes deux acolytes, Daniel Cameron et Alex Rupert. Alex, comment ça va aujourd'hui? Super bien, et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. On a beaucoup de beaux sujets à exploiter aujourd'hui. Et toi, Daniel, ça va? Oui, salut Hedy, salut Alex. Moi, ça va, ça pète la forme aujourd'hui. Merci. Excellent, je suis content d'entendre ça. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, bien évidemment, le sujet du moment, c'est notre équipe nationale féminine. On va parler, bien évidemment, de leurs prestations jusqu'à maintenant, de l'équipe, des prestations des joueuses et de l'entraîneur, bien évidemment, Beth Priestman. C'est sûr, c'est maintenant l'actualité. C'est de ça qu'on va parler pour l'instant. On est aujourd'hui le 22 février. Il est tard le soir, le 22 février, le lundi. Donc, il y a l'équipe nationale féminine canadienne a déjà joué 2 matchs. Le fameux match contre les éternels rivaux, les États-Unis, et le match contre l'Argentine. En attendant, le prochain match qui se jouera face au Brésil le mercredi. En premier, on va commencer par parler un peu de ces 2 matchs-là, parce que je pense que c'est important de discuter un peu de comment ces matchs-là se sont déroulés. On commence par le premier match, le match qu'on attendait et dont on avait le plus peur, je pense, le match entre les États-Unis et le Canada. En premier, j'aimerais mentionner à nos auditeurs le 11 de départ lors de ce match-là, parce que je pense que c'est important qu'ils le sachent. Donc, un 11 de départ, quand même, faut s'attendre. On est au courant, on en avait parlé lors du dernier podcast, comme quoi on a beaucoup de très grandes joueuses qui n'étaient pas disponibles pour Beth Priestman pour ça. On s'attendait à peut-être une défense à 3, malheureusement ou heureusement, c'était pas trop ça. On avait Kaylin Sheridan qui était dans les buts, ce qui est quand même un peu bizarre parce qu'on savait que ça a toujours été elle la deuxième gardienne. Finalement, elle était devant Stéphanie Labbé. À droite, Jade Rivière. En défense centrale, Vanessa Gilles, Shelina Zadorsky. À gauche, Alicia Chapman. Au milieu de terrain, les 2 milieux défensifs, c'était Desiree Scott et Rebecca Quinn. On était dans une sorte de 4-2-3-1 avec Diane Rose à gauche, Janine Becky Diane Rose à droite, Janine Becky à gauche, Jessie Fleming en tant que numéro 10 et en pointe, Nichelle Prince. Est-ce que pour toi, Daniel Cameron, est-ce qu'il y avait vraiment des surprises dans ce 11 de départ-là ou est-ce que tu pensais que c'était à peu près, tu t'attendais un peu à ça en fait? Je pensais pas qu'on allait mettre Sheridan partante contre les États-Unis. Ça, c'était, comme tu l'as dit, c'était surprenant. Surtout, je veux dire, oui, c'est un tournoi amical. Puis peut-être qu'elle allait peut-être jouer les autres matchs. De toute façon, malheureusement, elle n'a pas joué beaucoup ce match-là. Sinon, il y avait quand même la plupart des noms étaient déjà familiers pour quiconque a suivi les dernières années, là. Donc, c'était pas vraiment surprenant vu les absences, à part Diana Rose, Diane Rose, pardon. Sinon, la plupart, c'est des joueuses qui avaient déjà de l'expérience dans l'équipe nationale. Donc, c'est normal quand dans un match comme contre les États-Unis, tu veux essayer de faire jouer de faire jouer des joueuses qui ont de l'expérience, puis après ça, faire rentrer celles que tu veux faire débuter. Oui, Alex, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Daniel ou pas vraiment? Moi, je suis d'accord avec ce que Daniel a avancé. Puis la seule chose que j'étais un peu surpris, c'est que je me dis, t'as un nouveau coach, un nouveau cycle. Donc, t'as vraiment rien à perdre. Fait que c'est ta chance de mettre ton sceau sur l'équipe puis d'essayer ce que tu veux. Puis même quand c'est face aux Américaines, c'est baptême par le feu, comme on dit, mais j'étais un peu surpris qu'on n'a pas commencé avec Evelyne Viens dès le départ, avec ses prestations, avec ses performances en Europe. Et j'aurais quand même préféré voir. J'étais un peu surpris que Desiree Scott était là parce que j'aurais comme pensé que, on veut s'en aller vers un virage jeunesse. On veut essayer des nouvelles choses, on veut des nouveaux joueurs, voir comment elles se comportent, voir leur cran. Parce que tes meilleurs joueurs ont été retenus par leurs équipes. Fait que là, c'est comme une audition, comme tu veux, pour voir qui va gagner leur place pour jouer avec les meilleurs.
les meilleures joueuses. Alors, tu veux voir de quoi ton équipe est faite. Puis, j'ai trouvé ça un petit peu conservateur, mais finalement, avec le match qu'on a eu, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, effectivement. Écoute, c'est drôle parce que vous avez parlé un peu des deux points dont je voulais parler moi. Et il y a un troisième point aussi que je voulais parler aussi sur ce 11 de départ-là. En premier, oui, Sheridan devant l'abbé, je le réclame à tort et à travers partout. Dès que j'ai l'occasion, j'en parle. Pour moi, Sheridan est meilleur que l'abbé. Malheureusement, comme l'a dit un peu plus tôt Danielle Cameron, elle s'est blessée, donc elle est sortie quand même assez tôt dans le match, la pauvre. Par contre, j'ai été même chose qu'Alex, j'ai été un peu surpris de voir Desiree Scott, pas parce que je m'attendais à ce qu'on passe à une autre à la nouvelle garde ou à la nouvelle génération, plus parce que je l'ai déjà mentionné, mettre Rebecca Quinn et Desiree Scott ensemble, c'est comme mettre deux mêmes joueuses qui ont le même profil en même temps au milieu de terrain. Même dans un 4-2-3-1, je trouve que c'est un peu trop défensif. Je m'attendais aussi, et c'est la troisième chose que vous n'avez pas mentionné, je ne m'attendais pas du tout à voir Vanessa Gilles titulaire dans ce match-là. C'est une jeune joueuse qui a très peu d'expérience avec le Canada. Il faut dire que malheureusement, Buchanan n'est pas là. Vu qu'elle n'a pas elle n'a pas rejoint l'équipe nationale. Il n'y avait pas beaucoup de choix pour Beth Priestman, mais je m'attendais à ce qu'il y ait, par exemple, Rebecca Quinn, qui est capable de jouer en défense centrale, jouer à la place de Gilles. C'est ça que je m'attendais. Finalement, c'est Gilles qui est là. Ça fait longtemps que je voulais la voir un peu plus souvent. Puis on l'a vu durant ce match-là. On en parlera un peu plus tard. Parlera un peu de sa prestation. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi, Alex. Aussi, j'aurais aimé voir Evelyne Vian. Je pense que c'était le moment de la lancer face aux États-Unis. Après, bon, on va en parler un peu plus tard, mais c'est sûr que c'était un choix assez éclairé de la part de Beth Priestman, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, par rapport aux 11, voilà les trois sujets dont je voulais parler. Durant ce match-là, on le sait, c'était une victoire des États-Unis sur le score de 1-0. J'aimerais avoir votre avis. Je vais commencer cette fois-ci par Alex. Alex, est-ce que tu penses que les États-Unis étaient vraiment au-dessus et bien au-dessus de l'équipe nationale canadienne, ou est-ce que tu penses qu'en fait, on n'a pas démérité et on aurait très bien pu en sortir avec la victoire? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je trouve que au début du match, je pense qu'on a un petit peu fait peur aux Américaines, puis tu l'entendais même dans la foule. C'était pas juste comment le Canada est sorti avec les dents et les griffes, mais c'est comment ils étaient capables de garder la possession du ballon et faire courir les Américaines au point où est-ce que le peu de supporters qui étaient dans l'assistance ont commencé à huer leur propre équipe, ce qu'on voit vraiment pas souvent. Mais tu vois qu'à la file du temps, les Américaines, elles ont fait « OK, on va jouer notre jeu, puis non, on va pas se laisser faire à la maison. » Fait que tu voyais que à la longue, tu vois que les Américaines ont plus de talent, sont plus physiques, sont plus agressives, mais les Canadiennes les ont fait travailler très dur pour cette victoire. Je ne parlerai même pas du penalty non appelé. Non appelé. Encore une fois. Encore une fois, tu sais, c'est comment, tu sais, ça. Tu sais, imagine, on aurait marqué sur ce penalty-là, ça aurait été tout un autre match. Ben, bon, on ne saura pas. Ça va peut-être aller pour les Olympiques. Mais sinon, oui, les Américaines sont plus fortes, mais tu vois que le Canada, avec un changement d'entraîneur, changement de philosophie, changement de tactique, on est capable de creuser l'écart. Puis je pense que les jeunes qu'on a amenés nous ont montré des belles choses, puis on a peut-être une belle profondeur quand on va avoir nos régulières. Effectivement. Toi, Daniel, est-ce que tu as trouvé que le Canada est passé près d'un exploit? Bien sûr, honnêtement, le match aurait pu tourner d'un bord comme de l'autre. Après, c'est sûr qu'il y a de quoi avoir des regrets, là. Mais je pense que ça peut être constructif de voir justement, par exemple, on parlait d'Evelyne Viens, c'est sûr, moi j'aurais aimé ça l'avoir titulaire, puis je pensais l'avoir titulaire avant le match, mais je me dis, ben, justement, on a vu que comme elle n'était pas là, puis quand elle est rentrée, il y a eu du changement, ben, peut-être ça aurait, si c'était dans un autre match, on aurait pu la mettre titulaire. Ça permet un peu de voir les bons côtés au niveau défensif. Mais en même temps que ne manquer des chances dans un match contre la première mondiale, ben, ça pardonne pas.
Ouais, c'est sûr, quand tu manques des chances contre la première équipe mondiale, ça pardonne pas. C'est très bien dit de la part de Daniel Cameron. Moi, bon, je l'ai dit à un moment donné, j'ai tweeté là-dessus. On le sait, les États-Unis sont au-dessus. Ça s'est vu, comme tu l'as dit un peu plus tôt, Alex. Ça s'est vu surtout au fur et à mesure, au fil du temps. On l'a vu que les États-Unis sont au-dessus. Par contre, on n'a pas démérité. On aurait pu gagner ce match-là si on avait eu un peu plus de chance ou si jamais on avait eu un peu plus de justice. On a parlé du penalty. Je pense que un match nul dans ce match-là n'aurait pas été démérité, aurait été un résultat où, oui, ça aurait été une surprise en point de vue du résultat, mais par rapport au match en tant que tel, je pense que les États-Unis n'auraient pas été très surprises ou n'auraient pas crié à l'injustice. Et le Canada, d'un côté, aurait dit, bah, écoute, on a bien fait, on a quand même ramené un point du match nul. Malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Et encore une fois, la différence est quand même assez simple selon moi. Quand tu es capable de rentrer en tant que remplaçant, rentrer des joueuses comme Kristen Press, Christy Mewis et Rose Lavelle en tant que remplaçante du côté des États-Unis, tu vois la profondeur que cette équipe-là a là. C'est juste ridicule. C'est des joueuses extraordinaires là, qui sont sur le banc. C'est vraiment top niveau. Rose Lavelle a l'habitude de nous crucifier ici au Canada. Ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans un match important ou un match contre le Canada et qu'elle marque. On se rappelle lors de la CONCACAF, le tournoi de la CONCACAF, le dernier tournoi de la CONCACAF, elle avait marqué, non, l'avant-dernier, pardon, elle avait marqué elle aussi en finale où les États-Unis s'étaient imposés 2-0 ou 3-0, si je ne me rappelle plus très bien du score. Rose Lavelle a cette habitude-là, pourtant elle est encore très jeune et c'est quand même, elle a quoi, 25 ans maintenant. C'est quand même cette qualité-là de l'effectif américain qui a pris le dessus selon moi. Mais par contre, les Canadiennes peuvent, et je pense, ont eu un très bon résultat. Et on a vu les mots de Beth Priestman à la fin. Elle était là, je suis fière de mes joueuses, je ne pourrais pas leur demander plus. Effectivement, elle devait être fière de ces joueuses-là parce qu'elles se sont battues. Après, bon, quelques approximations, mais parlons de ces approximations-là. En premier, Daniel Cameron, les chances ratées par Janine Becky. Est-ce que ça commence à devenir un problème pour cette joueuse ou est-ce que pour toi, c'est encore un mauvais passage de la part de Janine Becky? On en avait parlé la semaine passée quand on avait reçu Georges Sanchez et on avait dit que c'est le temps pour Janine Becky de prendre ses responsabilités en main. C'est le temps de montrer que c'est un leader de cette équipe-là. Est-ce que tu penses que là, on a un problème, Janine Becky, ou non? Ben, dans l'optique où ça coûte les 3 points, parce qu'il y a eu plus qu'une occasion dans ce match-là, oui, parce que ça, je veux dire, honnêtement, là, tu sais, quand une attaquante a plusieurs occasions, ça donne un peu la confiance à la défense adverse, ça donne un peu confiance à la gardienne de but. Et des fois, ça peut même ternir un peu la confiance de ses coéquipières. Là, dans ce cas-ci, non, ils ont continué à lui faire des passes. Mais je veux dire, c'est assez problématique. Après ça, dans un monde idéal, si elle marque pas, une autre joueuse doit marquer. Là, on n'avait pas Sinclair. On n'arrive pas encore à avoir de la profondeur en attaque. Mais il va falloir qu'on s'habitue à avoir peut-être une palette de joueuses offensives qui vont pouvoir marquer chacune leur tour pour que si une n'est pas dans son match, ben, qu'elle joue un peu plus en retrait et qu'une autre puisse assumer les responsabilités. Moi, je pense pas que, je veux dire, faut la mettre sur le banc, là. Elle a quand même, je veux dire, les occasions qu'elle s'est créées, elle se place bien. Tu sais, les retours, il faut le prendre aussi, là. C'est juste qu'à un moment donné, il y a tout un côté psychologique. Et si le côté psychologique est là, ben, faut peut-être que quelqu'un d'autre prenne au moins le rôle de marquer des buts. Ouais, c'est sûr, il nous faut une buteuse, il nous faut quelqu'un qui arrive à mettre le ballon au fond. Une ou des buteuses. Ben, voilà, exact. Et toi, Alex, je sais que tu es un peu pro-Becky, donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un problème de voir Janine Becky rater ces chances-là? Ben, tu sais, ça revient toujours. Moi, je fais le parallèle si tu la compares avec comment elle joue en Europe versus comment elle joue pour le Canada. Mais, tu sais, à Manchester City, c'est pas juste elle. Tu sais, elle est bien entourée, elle a des joueuses de qualité, puis elle contribue au succès de l'équipe pendant que
Ben, c'est sûr que maintenant, on est sous une nouvelle ère, puis on voit maintenant qu'il y a un potentiel où est-ce que l'équipe joue d'une façon complètement différente. Mais sous l'ère Kenneth Muller, c'était elle. Et peut-être que c'est le genre de joueuse, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'être appuyée. Tout ne peut pas passer juste par elle. Puis on a vu comment Nichelle Prince, elle retenait le ballon en avant, puis elle tentait des choses, mais elle ne peut pas tout faire tout seul. Sinon, on est trop prévisible. Vous le voyez aux Olympiques, puis dans les qualifications, n'importe quel match, Christine Sinclair est en avant, mais c'est le surnombre. On étouffe Sinclair, on s'assure qu'elle ne voit jamais le ballon. Ils savent, on étouffe un ou deux joueurs et c'est terminé. On vient de neutraliser le Canada. Pendant que je pense que pour la défendre un peu, c'est comme c'était une des joueuses que tout le monde savait qu'il devait neutraliser. Mais là, c'est bon parce que là, on voit que ça peut venir d'ailleurs. On a comme un peu de débouché. Fait que je pense que ça va aider Becky un peu parce qu'elle est très bonne. C'est une très bonne fabricante de jeu. Elle s'implique à Manchester City. Elle fait partie du succès. Elle fait partie de la solution. Je pense que ça peut venir avec le Canada, mais il faut l'enlever de ce rôle où est-ce que tout passe par elle. Après Sinclair, c'est Sainte Becky. Non, il faut juste une chance de réussir. Oui, effectivement, Becky, tu l'as mentionné à Manchester City, c'est une des joueuses qui est le plus utilisée à Manchester City. Bon, avec d'autres, bien évidemment, hein, j'ai dit une des joueuses, mais elle joue quand même assez souvent. Il y en a 3 Américaines qui jouent dans son équipe aussi à City. On a parlé un peu plus tôt, Rose Lavelle, Sam Lewis et Abby Dahlkemper qui jouent aussi à Manchester City. Donc, bref, elle devrait être au même niveau que ses coéquipières en club qui ont été très bonnes. Dahlkemper, elle était en défense centrale, elle a été très bonne. Lewis, elle est rentrée en milieu de match, tout comme Lavelle, elle est rentrée en milieu de match et Lavelle a marqué, c'est elle qui a marqué le but de la victoire. Donc, bref, on s'attend un peu plus de Janine Becky. Et comme je l'ai dit, c'est le moment maintenant de voir briller Janine Becky. Et moi, ça commence à me déranger parce qu'il ne faut pas oublier que c'est elle qui avait manqué le penalty en Coupe 19 aussi. Donc, ça commence à faire, est-ce que c'est le genre de joueuse, et je vais utiliser un terme québécois, mais est-ce que c'est le genre de joueuse qui choke? C'est le genre de joueuse qui a peur face aux gros matchs et dans les gros matchs, elle a peur de prendre la pression. C'est drôle parce que quand tu l'entends en entrevue, elle est tout en confiance, elle arrive tout le temps à se dire c'est pas grave, j'ai fait un mauvais match, je vais revenir plus fort. Puis tu sens qu'en fait, elle veut vraiment revenir plus fort, mais elle a ce manque de sang-froid quand elle arrive devant la cage, juste quand elle porte les couleurs canadiennes. Est-ce qu'il y a trop de pression sur elle? Je ne sais pas, mais il va falloir trouver une solution et je pense que ce sera un très gros travail de la part de Beth Priestman de lui redonner confiance dans ces gros matchs-là. Je pense que ça passe par là du côté de Priestman. Parlons un peu des premières minutes de Evelyne Viens et de Gabrielle Carle dans ce tournoi. Il faut dire Gabrielle Carle, elle a déjà eu plusieurs sélections. Donc, un peu de Gabrielle Carle quand elle est rentrée dans ce match-là, mais aussi des premières minutes de la carrière de Evelyne Viens. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je vais commencer cette fois-ci par Daniel Cameron. Eh bien, concernant Evelyne Viens, j'ai été agréablement surpris. Dès qu'elle est rentrée, on a pu voir qu'elle était orientée vers le but, puis elle était là pour faire la différence, là. On dirait qu'elle a toujours fait partie de l'équipe. Malheureusement, elle n'a pas été récompensée. Elle a été altruiste, là. Elle a fait des passes quand il fallait. Elle a pris des tirs quand il fallait. Ça aurait été le scénario idéal que, suite à son entrée, elle marque le but gagnant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je pense pas qu'on aura à attendre très longtemps pour qu'elle ouvre son compteur. Contrairement à Gabrielle Carle, honnêtement, elle a été égale à elle-même. Rien à signaler. Un bon contrôle de balle. Puis, je dirais, elle n'est pas nouvelle dans l'équipe non plus, là. Puis, je ne serais pas surpris qu'on la voie titulaire le prochain match, là. D'accord. Et toi, Alex, tu as pensé quoi des rentrées des deux Québécoises? J'ai bien aimé Evelyne Viens. Elle apporte toute une nouvelle dimension. Elle pressait la défensive adverse. Excellente prise de décision. Comme Daniel le disait, elle sait très bien quand faire des passes, quand tenter un jeu et quand tirer au but. Tu sais, comme on dit en anglais, a chip on your shoulder, c'est comme elle voulait prouver qu'elle méritait d'être là et elle a joué comme ça.
elle a comme dit, ben attendez une seconde, c'est pas juste Sinclair, c'est pas tellement, je suis là aussi. Mes buts en Europe, c'est pas de la frime, je peux le faire pour l'équipe. On le voit dans son. Pour ce qui est de Carl, je l'ai trouvé très bonne, très agressive, supportait bien l'initiative au milieu de terrain, apportait du support à l'attaque. J'ai bien aimé son jeu dans l'ensemble. Je pense que on parle de deux joueuses qui vont être des régulières et leur apport à l'équipe sont les bienvenus parce que ce qui manquait beaucoup à l'équipe canadienne, c'est la profondeur. Quand on commençait en Coupe du Monde ou aux Olympiques, on faisait des changements, mais on commençait à devenir un peu inquiet, mais au moins on sait que on a plus de joueurs, on a plus de joueuses, fait que si on fait des changements, mais la qualité ne va pas vraiment être affectée. Donc, on peut tenir un rythme de haut niveau, de qualité élevée pendant 90 minutes, puis c'est vraiment ça qui manquait à notre équipe. Donc, je vois ça d'un œil très positif. Oui, effectivement. J'aimerais aussi mentionner, j'ai eu la chance de participer à la conférence de presse d'Evelyne Vian et on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pense, quand est-ce qu'elle va avoir un peu plus de la confiance de son entraîneuse, de Beth Priestman, et qu'est-ce qu'elle doit faire pour la convaincre. Et sa réponse était très simple. Elle dit, écoute, ma réponse va être très simple et très cliché. Si jamais je veux me faire une place dans l'équipe nationale, il faut que je marque des buts. Donc, on voit que Evelyne Vian, à 24 ans, elle sait qu'elle est là un peu, que c'est un peu un concours de circonstances, le fait qu'elle soit là, malheureusement, parce que Sinclair n'est pas là, Huitema n'est pas là. Elle sait que si jamais ces deux-là reviennent, ben, c'est sûr que sa place est un peu mise entre guillemets. Et elle veut pouvoir faire sa marque et pouvoir marquer les esprits en marquant des buts. Et présentement, ce n'était pas le cas, même si on a vu du mieux dans le match. Elle a quand même été très, très bonne. Je l'ai vu jouer dos au but. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent chez les attaquantes canadiennes. En tout cas, toutes les autres attaquantes qui sont là, les profils de Adriana Leon, Michelle Prince ou bien Diane Rose, c'est plus des joueuses qui vont jouer en profondeur. Tandis que Evelyne Vian a été capable, à 2-3 reprises, on l'a vu, prendre le ballon dos au but, contrôler le ballon, refaire une remise, puis après relancer, essayer d'attendre une, deux ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on n'a pas très souvent. La seule joueuse qui joue comme ça avec l'équipe nationale canadienne, ben, c'est Christine Sinclair. De temps en temps, Huitema le fait, mais très rarement. Donc, c'est bien d'avoir ce style de joueuse-là autre que Sinclair avec Evelyne Vian. Je pense qu'elle apporte quelque chose d'assez intéressant dans ce match-là. Pour ce qui est de Gabrielle Carl, elle a joué latéral droit dans ce match-là. Elle a été très bonne. Je pense que sur une des très bonnes occasions du côté canadien, ben, c'est elle qui a fait un débordement et qui a libéré un peu Becky et ainsi de suite. Donc, bref, c'est une joueuse qui a quand même de très bonnes sensations et je pense que le fait de pouvoir jouer à plusieurs positions, ça aide beaucoup un entraîneur, surtout dans un tournoi comme les Jeux Olympiques où tu as un nombre limité de joueuses. Tu as besoin d'avoir ces joueurs-là que j'appelle un peu des couteaux suisses que tu es capable de mettre à n'importe quelle position. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense, à avoir pour un entraîneur ou un sélectionneur. Passons au dernier sujet de ce match-là. Joueuse du match, flop du match. Mais en premier, je sais que c'est notre ami Alex Rupert qui va nous présenter un peu ce segment à sa manière à lui, la manière cool que moi, je n'ai pas. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, je vous présente ma joueuse du match, défenseuse de l'équipe canadienne pour ce match avec 20 dégagements, 7 interceptions, puis en passant pour les 20 dégagements qu'elle a fait, c'est la moitié des deux équipes combinées. Il y a eu 40 dégagements pendant le match, puis elle en a fait 20. Donc, défensivement très solide. Je vous présente la défenseur des Girondins de Bordeaux. Bravo à Vanessa Gilles. Donc, on lui donne une bonne main d'applaudissements. C'est bien mérité et je crois que là, on a une option solide en défensive. Et malheureusement, la joueuse que j'ai un petit peu été déçue pendant le match, c'était... malgré tout, on avait tellement d'attentes pour elle, mais Janine Becky, on aurait dû gagner le match. Notre joueuse de Manchester City qui a eu tellement d'occasions de marquer que si
elle avait fait comme qu'elle fait en Europe. On aurait gagné ce match. Il y avait une de ses chances de marquer, c'était flagrant et elle l'a manqué. J'en venais pas. Puis dans ma tête, je disais... That was pathetic. Et oui. Ça, c'est mes deux choix pour ce match-là. Daniel Cameron, est-ce que tu approuves les choix de notre ami Alex Rupert? Donc, il a choisi Vanessa Gilles comme joueuse du match et comme flop du match Janine Becky, ou est-ce que tu as une opinion différente? Ben, pour le top, pour la femme, la joueuse du match, je suis d'accord. Pour le top, disons que j'irais Pour le entre. flop, tu veux dire. Non, pour le flop, pardon, j'irais entre. J'hésitais entre Becky et Prince. Pourquoi Prince? Parce honnêtement, il y avait deux actions back-à-back que tu peux pas rater, là. Une fois, elle a pêché par altruisme, puis une fois, elle a pêché par manque d'opportunisme. Ouais, ben on a comme l'impression qu'elle se mêle les pinceaux une fois qu'elle se retrouve un peu en situation de frappe. Michelle Prince, je suis d'accord. Après, de là à nommer flop, je n'irai pas jusque-là, mais c'est ton choix que je respecte beaucoup. De mon côté, la joueuse du match, il n'y a personne d'autre que Vanessa Gilles qui mérite ce titre-là. Complètement d'accord avec Alex. Pour ce qui est du flop du match, pour moi, c'est Desiree Scott. Tellement déçu de son match. J'ai trouvé qu'elle a perdu un nombre incalculable de ballons. Son jeu n'est pas flamboyant d'habitude. Elle est supposée récupérer le ballon puis donner une petite passe pour relancer l'attaque. Elle n'était même pas capable de donner ces petites passes. Donc, j'ai été très, très déçu. Elle qui était la capitaine pour ce match-là, je m'attendais à beaucoup plus d'elle. J'ai trouvé que Rebecca Quinn, dans le même profil, a été de loin meilleure. Et pourtant, Beth Priestman a remplacé Quinn et non pas Desiree Scott. Bon, il paraît qu'après coup, on a su que Quinn a ressenti une certaine douleur, donc elle a été blessée. C'est pour ça qu'elle est sortie du match. Donc, voilà. On a un peu mieux compris la décision de Beth Priestman. Donc, voilà pour ce premier match. On va passer au second match. Le match entre le Canada et l'Argentine. Victoire 1-0 de la part de l'équipe nationale canadienne. Daniel Cameron, une victoire insipide pour toi ou est-ce que c'est quand même une victoire, on ne va pas cracher dessus, c'est quand même une victoire de la part de l'équipe nationale? Ben, le raisonnement, c'est quand même une victoire. Il s'applique quand on est dans un tournoi avec un classement. Quand on est là pour préparer et qu'on est là justement pour que les attaquantes se dégourdissent les jambes et marquent des buts, je trouve que c'est un goût très amer. Je veux dire, la victoire, c'est bien pour le moral, puis surtout après plus de 180 minutes sans marquer de but dans le tournoi. Mais c'est un adversaire que normalement on doit pas, que ça doit être vraiment un score beaucoup plus lourd que ça en temps normal. Je comprends que c'est un tournoi de préparation et que ça compte pas ici et ça, mais je veux dire, Beth Priestman a du pain sur la planche, là. Ouais. Et toi, Alex, ton avis là-dessus aussi, ça t'a laissé un gros goût amer dans la bouche? Ouais, parce qu'on aurait dû faire mieux contre. Elles étaient 31e au monde, je pense. Ouais. On aurait dû faire mieux. C'était pas beau. C'était pas aussi beau qu'avec les Américaines. Puis ça, je l'avais dit au dernier podcast. On disait, est-ce que c'est important que ça commence avec les Américaines ou avec un club, avec une équipe moins forte? Moi, j'avais dit les Américaines parce que là, tu n'as pas le choix. Tu es collé contre le mur. Tu es comme un gladiateur avec des lions affamés qui veulent te dévorer dès le départ. Alors, tu réagis ou tu te fais dévorer. Puis ça prouvait mon point parce que, comme on l'a vu aux Olympiques, les Canadiennes jouent au niveau de leurs adversaires. Puis les bonnes équipes imposent leur talent à chaque fois. Ouais. Les Américaines jouent de la même façon à chaque fois. Si tu n'es pas de niveau, elles vont te démolir 15-0, puis danser sur le terrain, puis prendre une coupe de thé. Ils vont te troll, ouais. Mais ils vont jouer de la même façon à chaque fois. Donc, les Canadiennes, on fait face aux Américaines, on va tout donner. On fait face à l'Argentine, on va commencer ça un petit peu, puis après, on va monter la cadence. Ça, c'est une mentalité qu'il faut casser. Je ne vois pas d'où vient cette mentalité. On est 8e au monde, on n'est plus les numéros 3, on n'est pas les médaillés de bronze. Tu dois t'imposer, tu dois battre les équipes que tu es supposé de battre. Les seuls points positifs que je retiens, c'est que la défensive a fait sa job encore, malgré qu'on a commencé avec des joueuses différentes. Au moins, je vois qu'en côté défensif, on a quelque chose là. On est capable de tenir le fort.
Aussi, au milieu de terrain, on est capable de garder le ballon, tenter des choses et pousser le jeu vers l'avant et construire. Le manque de finition, c'est comme non, c'est pas assez bon. L'effort est là, mais les latéraux travaillent bien pour supporter l'attaque de façon très agressive, mais l'attaque, une équipe comme le Canada doit faire beaucoup. Ouais, ben, je suis d'accord. Ben, moi, d'un côté, je trouve qu'il y avait un gros manque de confiance du côté de l'équipe nationale canadienne. Depuis la grosse déconvenue lors de la Coupe du Monde 2019, j'ai comme senti que cette équipe nationale-là avait un gros manque de confiance. Ils avaient besoin de retrouver cette confiance-là. Et je pense que même si jamais ils ont remporté ce match-là par la marge la plus courte possible, à la 92e minute du match, je pense que ça a fait du bien au moral. Puis j'ai comme l'impression, et j'espère que ça a débloqué quelque chose chez les Canadiens. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi, Alex, quand tu dis qu'on a débuté le match complètement différemment de comment on l'a fini. Et je pense que si jamais on avait eu la même intensité dès le début du match, ce match-là aurait fini à 4 ou 5-0 facilement. Et je pense que le côté où, à partir il reste 20 minutes, c'est là qu'on commence à jouer, à mettre, et c'est à ce moment-là où on voyait Zadarski jouer presque au milieu de terrain, la défenseur centrale. C'est là où moi, je veux voir, dès le début, impose-toi, mets de la pression, puis va directement au charbon pour marquer ce premier but le plus tôt possible, le deuxième et le troisième. Mets-toi à l'abri le plus tôt possible. Il ne faut pas gérer un match comme ça. Il faut vraiment y aller vraiment directement. Après, là où je suis un peu plus, je donne un peu plus d'excuses, c'est qu'il y a un peu ce manque de confiance, comme je l'ai dit, mais aussi les leaders d'habitude dans cette équipe-là. Il ne faut pas oublier que trois leaders sont manquantes à cette équipe-là. On parle souvent de Christine Sinclair. Oui, c'est vrai, c'est une leader, mais on sait qu'elle est plus en fin de carrière, donc on s'attend à ce que peut-être que ce ne soit pas elle qui soit la délivrance. Par contre, Kadisha Buchanan, Ashley Lawrence, elles sont jeunes encore. Elles ont 25 ans et elles ont déjà énormément de matchs joués avec cette équipe nationale-là. Kadisha Buchanan, à juste 25 ans, a déjà 101 apparitions avec l'équipe canadienne, tandis que Ashley Lawrence a 91 sélections à 25 ans aussi. Ces deux joueuses-là, je pense, extrêmement importantes pour ce genre de tempo, selon moi. Et c'est ça qui manquait, je trouve, à cette équipe nationale, mais on va en parler un peu plus tard de ce point de vue-là. Oui, j'étais déçu du résultat, mais au moins, je me dis, ça aurait très bien pu être un match nul, puis là, on aurait été extrêmement déçus. Donc, je suis content au moins qu'elles ont réussi à se sauver avec les... Est-ce que pour vous, l'Argentine a maintenant parqué le bus, comme on dit, ou a vraiment joué en bloc bas, compact, la plupart du match? Est-ce que, cette fois-ci, Alex Rupert, est-ce que c'est un problème pour le Canada, les équipes qui jouent en bloc bas? Est-ce que tu penses que, parce qu'on a beaucoup de mal à marquer des buts, et est-ce que tu penses que c'est la manière pour tous les adversaires de l'équipe canadienne dans le futur, est-ce que c'est la manière à suivre de faire un bloc bas parce qu'on sait que ça va être difficile pour eux, ou est-ce que tu penses qu'il y a du mieux et à ce moment-là, je pense qu'on va se développer un peu plus lors des prochains matchs? Ben, tu sais, quand une équipe joue comme ça contre toi, c'est une marque de respect. Elles ne veulent pas te donner trop d'espace, elles respectent ta capacité à contrôler le jeu et à être créative vers l'avant et créer des chances de marquer. Cependant, je reviens encore à mon point avec l'américaine. Les bonnes équipes sont capables de casser ce genre de tactique. Et je suis un peu surpris qu'après toutes ces années-là, le Canada a encore de la difficulté avec ça. Parce que, tu sais, surtout quand on était bien coté, on était coté plus haut que 8e, puis on avait gagné 2 médailles de bronze, une après l'autre. Et c'est comme, ça date pas d'hier. Ouais, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Puis c'est encore des résultats à l'arraché à 1-0, 2-0, 0-0. C'est comme, non, tu regardes l'équipe sur papier. Sur papier, on est beaucoup plus fort que ça. Moi, je pense que c'est tactique. Parce que tu regardes, c'est comme tu disais plus tôt, Janine Becky à Manchester City joue avec les mêmes joueuses avec les États-Unis. Mais tactiquement, c'est une équipe qui savent où est-ce qu'elles vont. Elles ont de la profondeur, oui. Mais ils ont une identité, elles sont beaucoup plus agressives. Je pense que les joueuses canadiennes, individuellement, sur papier, c'est là.
mais il faut trouver le moyen de les pousser collectivement à jouer à leur plein potentiel sur papier, parce que sur papier, on devrait être plus au huitième. Et c'est quoi, il est où le problème tactique? Je sais que tu voulais nous parler un peu de tactique. Est-ce que tu as pu identifier le problème tactique? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu as trouvé qui devait être mieux fait par l'équipe nationale? Ben, je pense que je les trouve plus agressifs que sous Kenneth Muller, mais c'est le genre de réflexe que tu vas devoir casser. Ça va prendre du temps. Parce que tu voyais souvent à l'attaque, ben, tu voyais Nichelle Prince, tu voyais les attaquants, les attaquantes, elles étaient toutes seules en avant. Puis, il y en avait beaucoup qui étaient en retrait, puis tu en as une qui garde le ballon, puis qui essaie de tenter quelque chose, puis elle est tout seule, puis toi, tu te dis, mais où est-ce qu'elles sont les autres? Mais c'est ce réflexe de « Oh non, il ne faut pas que je me fasse prendre en contre-attaque, il faut que je couvre bien mes arrières. Oui, on peut tenter quelque chose, mais on peut être chanceuse. » Ça, c'est mental, tu sais. C'est des vieilles habitudes mentales que tu dois casser, puis ça les suit. Tu vois qu'avec les Américaines, elles étaient moins comme ça parce qu'elles se sont tellement fait battre dans le passé qu'elles savent que ça ne marche pas. Tu sais, si tu joues comme ça, tu vas te faire battre. Alors, c'est tout pour le tout, puis vas-y. Pendant que contre l'Argentine, mais c'est cette vieille habitude, OK, on va attaquer, mais il ne faut pas se faire prendre, puis tu dois casser ça. Mais je pense que le positif, c'est que Bev Priestman, elle les pousse vers ça. Ouais. Puis ça, c'est mon point positif. Contrairement à Kenneth Muller, c'était une régression, une régression totale. Donc, ça va prendre du temps, ouais. Ton petit grain de sel, Daniel Cameron? Ben, je pense que c'est le côté tactique, c'est sûr que c'est important. Il va falloir avoir un style plus offensif et surtout avoir, comme je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, avoir plusieurs joueuses qui soient capables de mettre le ballon dans le but sans nécessairement avoir une marqueuse fétiche comme on a eu avec Sinclair. Puis peut-être que justement la longévité de Sinclair a fait en sorte qu'on n'a pas pensé à la relève, mais il faut dire qu'il n'y a pas tout l'effectif qui est là à ce tournoi-ci. Mais je pense que va vraiment falloir peut-être soit repenser le schéma tactique pour avoir plusieurs joueuses en attaque parce que avoir une pointe, il faut que. Il y a quand même beaucoup de joueuses en attaque. Hein? Tu penses, on a quand même Deanne Rose, Nichelle Prince, Adrienne Leon, Evelyne Vian. Ça fait quand même 4. Janine Becky, si jamais tu veux la faire entrer ici. Ça fait quand même 5 joueuses. C'est pas comme s'il y avait un manque de joueuses à ce poste-là. Au contraire. Et si tu ajoutes Sinclair et Huitema en plus, ben, tu as quand même assez de choix. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plus un problème dans l'animation, comme le disait un peu plus tôt Alex, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de choix? Je ne sais pas, c'est ça. C'est plus ça que je veux savoir, en fait. Ben, je pense que c'est plutôt l'animation parce qu'on l'a même vu dans certaines phases de jeu quand des fois une joueuse s'en va vers l'avant et au lieu d'aller de tête vers le but, ben, elle cherche une option. Peut-être que justement l'animation fait en sorte qu'elle se retrouve, tu sais, on l'a vu avec Nichelle Prince par exemple contre les États-Unis, que là elle avance, mais en même temps elle n'a pas accéléré parce qu'elle cherchait une option. Elle se retrouve encerclée de 2-3 joueuses adverses. Aussi, un match comme l'Argentine où l'autre équipe parle the boss, comme on dit, ben, si il y avait eu plus d'animation offensive ou plus de joueuses qui étaient en mesure de prendre des tirs, comme tu as dit, on a la quantité de joueuses, puis la qualité aussi, là. C'est juste que peut-être que justement, il faudrait peut-être pas jouer avec une pointe et des ailiers, peut-être avec un attaquant avec un attaquant de soutien derrière. Puis ça sera vraiment à Def Priestman ça peut être quelque chose à explorer, je pense, la forme. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que jouer avec 2 attaquants, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est démodé, là. Mais ça dépend des joueuses que tu as dans ton effectif. Là, il y a beaucoup de joueuses, puis il y a de la qualité. On n'a pas d'excuses, là. Puis les histoires de Hoytema puis Sinclair n'étaient pas là. Non, là, il y avait des bonnes joueuses. Ouais, exact. Juste trouver la manière de les faire marquer des buts. Parce qu'il y a les occasions sont là. C'est juste qu'il faut trouver une manière de marquer des buts. Puis je pense pas que c'est juste une question de finition, disons. Je suis d'accord avec toi. Écoute, les occasions sont là. Je trouve que contre l'Argentine, on aurait pu en avoir beaucoup plus. Quand tu as parlé un peu d'animation offensive, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai comme l'impression que la joueuse qui a le ballon n'a pas assez de solutions.
elle se retrouve avec pas assez de solutions. Tu es supposé avoir au moins 2 ou 3 solutions de passes à tes coéquipières. Et très souvent, la joueuse qui a le ballon, ben, le bloc est complètement derrière elle, se retrouve un peu toute seule face à 3 défenseurs, tandis que le bloc au complet doit monter avec elle. Et c'est là où vient un peu le rôle, selon moi, d'Evelyne Viens, que si jamais elle est capable de jouer dos au but, ben à ce moment-là, elle a le ballon, elle est capable de le retenir dos au but et permettre au bloc de remonter un peu plus. Et avec le bloc qui remonte, ben là, il y a des options qui s'ouvrent. Elle fait une remise vers l'arrière. Puis à ce moment-là, il y a une option pour rejouer vers l'avant avec tout le bloc, au lieu de se retrouver juste à 2 en train de courir comme Deanne Rose et Nichelle Prince et Adrienne Leon qui se retrouvaient. Elles sont 2, puis il y a 6 défenseurs devant elles. C'est plus ça. Et je trouve aussi que dans l'animation, je pense qu'à un moment donné, même quand on jouait en attaque placée, par exemple, quand ce n'est pas des contre-attaques, c'est vraiment une attaque placée, on voyait rarement Prince est arrivé 2 fois, elle s'est retrouvée un peu proche de la boîte, elle avait personne à qui donner le ballon, même pas en retrait, il n'y avait personne. C'est pas normal, il faut que les joueuses bougent pour donner solution au porteur du ballon. Et je pense que c'est là où Beth Friesman doit améliorer son équipe de ce côté tactique. Après, je suis d'accord avec Alex, il y a eu une amélioration parce que je pense que déjà un match comme le match contre l'Argentine, sous Kenneth Rayner-Muller, on ne l'aurait jamais remporté. Jamais. Et c'est grâce au cran de Beth Priestman qu'on l'a remporté. On va en parler un peu plus tard. Mais avant tout, parlons un peu la joueuse du match et le flop du match. Je laisse Alex présenter sa joueuse et son flop avec ses effets spéciaux dont il a le secret. Ouais, vous allez peut-être être surprise avec la joueuse du match. Ça a été un petit peu moins ça a été moins étincelant, comme on dit. Ben, j'ai bien aimé Jade Rose, trouvé extrêmement solide. Wow! Puis, si je regarde sa fiche, elle vient du système de développement de l'Ontario. Bravo. Puis c'est pour ça que moi, j'ai retenu ça a retenu mon attention parce que on fait des belles choses du point de vue développement. C'est juste qu'on n'a pas les infrastructures pour leur donner l'environnement pour s'épanouir, puis aller plus haut. Mais combien de Jade Rose qu'on a à travers le Canada? On ne sait pas, right? On ne peut pas savoir. Mais pour quelqu'un qui se lance comme ça dans un match international puis qui donne une telle prestation, Jade Rose, c'est définitivement la joueuse du match. Bravo. Je suis extrêmement content pour Jade Rose parce que moi, dans ma tête, ça me dit qu'on a encore plus de profondeur à la défense. Donc, un des problèmes, ça a toujours été ça, mais ce qui fait les bonnes équipes, beaucoup de défense, beaucoup de fondeur. Pour ce qui est du flop, c'est un peu, je ne veux pas vraiment aller dans le flop, je veux plus dire celle qui a un petit peu passé plus inaperçue pour moi. C'était Jade Listro. Jordan Listro. Jordan Listro. C'est pas qu'elle a fait si mal, elle a été correcte à sa place. Elle n'était pas hors de place. Dans un match comme l'Argentine, elle a prouvé que c'était pas trop, le niveau n'était pas dépassé pour elle. Donc, j'ai bien aimé voir ça. Sinon, ouais, c'est pas mal ça. Parfait. Je vais y aller, moi, avant de donner la parole à mon ami Daniel. Pour le top, le top de ce match-là, pour moi, j'ai envie de le donner à Jessie Fleming. Je trouve que Jessie Fleming a fait... ça a été difficile en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a commencé à voir la Jessie Fleming qu'on veut voir. C'est une joueuse qui a une excellente vision de jeu, qui est capable de donner des passes en profondeur vraiment millimétrées. Et on l'a vu que quand elle a commencé à se mettre dans la peau d'un numéro 10 ou d'une meneuse de jeu qui devrait un peu ouvrir un peu le jeu, on a vu ce qu'elle était capable de faire. J'aurais aimé le voir un peu plus souvent, un peu plus tôt, mais je pense que Jessie Fleming, c'est un peu notre facteur X, cette joueuse-là qui peut un peu débloquer un match par une excellente passe,
Puis je pense qu'elle a montré un peu des bribes de son talent. On voit que le fait d'être partie à Chelsea en première ligue anglaise aussi, ça l'a beaucoup aidé. Et même si elle joue peu avec Chelsea, je pense qu'elle apprend beaucoup parce qu'elle est dans une ligue avec un niveau très relevé. Donc, très content pour elle à Jessie Fleming. Pour le flop du match, je vais dire malheureusement Sophie Schmidt. Sophie Schmidt, pour moi, qui fêtait quand même sa 201e sélection avec l'équipe canadienne féminine. J'aurais aimé voir plus. Sophie Schmidt, c'est quelqu'un qui était supposé on est supposé voir beaucoup plus de transversales, de longues transversales qui changent, qui switchent de côté, d'un côté à l'autre pour ouvrir le jeu. On n'a pas vu tout ça de la part de Sophie Schmidt. On n'a pas vu un peu sa vision de jeu qui est un peu plus comme une meneur de jeu, mais en retrait, qui joue un peu plus bas. On n'a pas vu ce qu'elle est capable de faire. On a comme l'impression qu'elle est un peu moins bonne que ce qu'elle était dans le passé. J'ai comme l'impression qu'elle est, je ne sais pas si c'est le poids des années ou quoi que ce soit qui influe sur Sophie Schmidt. Mais ça a été quand même décevant. Elle a juste 32 ans. Elle est pas super vieille, là, mais j'ai trouvé que j'aurais aimé voir plus de la part de Sophie Schmidt. Donc, voilà mon flop du match. Daniel Cameron, ton flop et ton top. Enfin, ton top et ton flop. OK, ben mon top, moi aussi, c'est Fleming. Je sais que je suis pas original, mais honnêtement, je trouve qu'elle était partout. Elle a fait tout un match. Et pour le flop, je vais vous surprendre, mais moi, c'est Becky. Parce que Encore? ben moi, je l'ai pas mise dans le premier match. Ben parce que je me suis dit, un match comme celui-là, c'était le moment de se reprendre. Puis je veux dire, là, on n'a pas l'excuse de l'adversaire. On n'a pas l'excuse. Et là, il y avait pas vraiment d'excuse. Je pensais qu'elle allait pouvoir être tranchante. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on va espérer que pour le dernier match, on aura droit ça va être le match de la rédemption, là. Alors, Parfait. Oui, pour Janine Becky, faut faire mieux la prochaine fois. Parfait. Donc, les petits effets spéciaux de notre ami Alex Rupert, magnifique. On va conclure un peu ce podcast avec une dernière question. Je pense que c'est une question qui va créer un peu de débat. J'aimerais qu'on parle un peu des nouvelles joueuses qu'on a vues lors de cette She Believes Cup jusqu'à présent. On sait qu'il y a quand même encore plusieurs joueuses qui n'ont pas fait leur début. Enfin, plusieurs, il y en a quoi? Une? Ouais, en fait, il ne reste plus qu'une seule qui n'a pas fait ses débuts. Mais j'aimerais qu'on en parle individuellement de chacune de ces joueuses-là. Je vais juste vous les nommer, puis je vais vous laisser y aller au fur et à mesure. Donc, les joueuses qui ont fait leur premier pas avec l'équipe nationale canadienne, Evelyne Vian, je pense qu'on en a parlé déjà, mais si vous voulez donner un petit mot sur Evelyne Vian, vous pouvez le faire. Jordan Listro, tu en as parlé, tu n'as pas été très impressionné, Alex, mais je te laisserai parler un peu plus si jamais sur elle. Jade Rose aussi, on en a parlé un peu, mais ce serait important de savoir ce que vous avez pensé. Samantha Chang aussi, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et enfin, Sarah Stratigakis, qui aussi effectué ses débuts en équipe nationale canadienne. Vos avis sur toutes ces joueuses-là et de ce qu'elles pourraient apporter à cette équipe? Et est-ce que, selon vous, il y a certaines d'entre elles qui ont définitivement ou vous ont convaincu pour faire partie du roster pour les Jeux olympiques 2021 au cas où ils se déroulent? Qui veut commencer? Tu sais, j'ai bien aimé, faut parler de Sarah Stratigakis. Ah, je l'ai eu du deuxième. Je l'ai eu du deuxième coup, ouais. Mesdames et messieurs, j'ai pratiqué ce nom de famille. Donc, j'ai bien aimé. Elle est rentrée dans le match, puis elle avait comme ce killer instinct. Puis on était vers la fin du match, puis on était comme, où est-ce qu'il est le but? Il faut que le but arrive. Puis elle arrive, puis elle est comme, non, moi, je vais mettre fin au match. Et elle a compté le but pour le Canada, qui nous donne les 3 points. Faites à noter, puis je vantais encore le système ontarien pour le foot féminin. Elle a quand même joué en Ligue 1 ontarien pour les filles, pour les femmes, Aurora FC, 17 buts en 20 matchs. Puis ensuite, elle a joué avec une équipe que beaucoup de monde, ceux qui suivent le championnat canadien, ils ont vu l'équipe masculine. Elle a joué avec les Blue Devils de Oakville parce qu'elle a marqué 5 buts en 9
en 9 matchs. Je veux dire, 9 buts en 5 matchs. Donc, vous voyez qu'on a affaire à un milieu qui a un flair, un flair très offensif. Et je crois que le Canada en a cruellement besoin. Alors, peut-être que Sarah, à l'âge de 21 ans, c'est comme un diamant, un rough diamond, un diamant brut. Un diamant brut qu'on doit nourrir, qu'on doit prendre soin, puis la polir et la développer, l'intégrer dans notre équipe. Et comme ça, on va utiliser tous ses talents pour alimenter notre attaque qui est anémique. Mais ouais, bravo Sarah. C'est elle qui a retenu mon attention. Parfait, parfait. Daniel Cameron, ton avis sur ces jeunes joueuses? Je veux juste préciser, ce n'était pas les premiers pas de Stratigakis avec l'équipe nationale senior. En fait, c'était sa 3e sélection. Elle avait joué avec le Canada aux Jeux panaméricains en 2016, où elle avait 16 ans. Donc, elle était toute jeune. Elle avait joué dans ce temps-là avec l'équipe canadienne, mais sauf que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas rappelée. Elle avait joué un seul bout de match, non, 2 bouts de match. Et puis là, c'était un peu sa 3e sélection avec l'équipe nationale canadienne, juste pour préciser ça. Daniel Cameron, un peu ton avis sur ces nouvelles joueuses-là? Honnêtement, je ne veux pas être original. Par rapport à Viens, j'étais très satisfait. Listro, disons, je ne l'ai pas vraiment remarqué. Cheng aussi, honnêtement, j'essaie de me rappeler. Puis, Elle est rentrée en fin de match dans le match contre l'Argentine. Elle n'a pas joué. Ouais, c'est ça, je me rappelle plus de grand-chose. Jade Rose, belle surprise. Stratigakis, s'il n'y a pas le but, on ne parlerait pas beaucoup d'elle, honnêtement. Elle n'a pas été mauvaise. Elle n'a pas été mauvaise, mais honnêtement, je veux dire, s'il n'y a pas le but, je pense pas qu'on serait là en train de dire ouais, est-ce qu'elle a fait un gros match, mais c'est un but de renard de surface, là, fait que je respecte ça. Je pense que tu t'étais endormi dans ce match-là à un moment donné, à Daniel Cameron, parce que pour moi, Stratigakis, quand elle est rentrée, elle a été excellente. Elle était impliquée sur 2 ou 3 actions offensives. Au milieu de terrain, elle s'est positionnée en tant que numéro 10. Elle a beaucoup aidé Jessie Fleming. Et je pense que c'est grâce à son activité que Fleming a eu beaucoup plus de liberté pour faire ses passes à elle. Elle était, à un moment donné, je pense que c'était Prince qui s'était retrouvé en position de tir. C'était sur une passe de Stratigakis. Je trouve qu'au contraire, elle s'est bien mise en évidence. Et puis, très sérieusement, si elle n'était pas remplaçante, ça aurait été elle, ma joueuse du match dans ce match-là, tellement elle a été bonne quand elle est rentrée. Bon, ça, c'est mon avis. Sinon, Jade Rose, extraordinaire. Très sérieusement, pour moi, Jade Rose, on a nos 4 défenseuses centrales pour les Jeux olympiques. C'est très simple. Tu as Kadisha Buchanan, Shelina Zadorsky, Vanessa Gilles en tant que 3e défenseur central et enfin Jade Rose. Donc, pour moi, c'est simple. Beth Priestman n'a plus à se casser la tête qui sera ses défenseurs centrales. Elle les a déjà. Pour le reste, assez déçu de Listro. Cheng, je ne veux pas trop la juger. Peut-être qu'on va la voir un peu plus lors du dernier match, mais j'ai hâte de voir si jamais ça va être quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose. On n'a pas vu encore Julia Grosso qui, pour moi, passe devant toutes ces joueuses-là. J'espère qu'on va la voir lors du dernier match. C'est une joueuse qui a quand même 21 sélections à 20 ans, que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette joueuse-là et je pense qu'elle mérite un peu plus de temps de jeu. Donc, on va voir si jamais Beth Priestman va lui donner sa chance lors du dernier match de la saison. Donc, voilà, jusqu'à présent, l'équipe nationale canadienne a 3 points lors de cette She Believes Cup. Les États-Unis ont 6 points. Le Brésil a 3 points aussi. Par contre, le Brésil a battu l'Argentine sur le score de 4-1. Donc oui, vous avez bien entendu, il les avait battus sur le score de 4-1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais dit lors de ce podcast-là, le duel, le match suprême pour l'équipe nationale canadienne sera ce match-là contre le Brésil. C'est là où on va pouvoir savoir si l'équipe canadienne s'est améliorée ou si elle a régressé ou si elle est restée encore au statu quo depuis Kenneth Heiner-Muller. Je ne dis pas que c'est la dernière chance pour Beth Priestman. Non, on est loin de là. Mais je veux savoir si jamais ce camp d'entraînement a donné un plus
si Beth Priestman a pu laisser sa marque ou donner quelque chose de positif à cette équipe-là. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on puisse conclure le podcast. Je vais commencer par toi, Alex. Quelque chose à rajouter? Ouais, mais pour le match contre le Brésil, mais ça va dépendre quel Canada qui va se présenter. Si c'est le Canada qui s'est présenté contre l'Argentine, on risque de perdre. Si c'est le Canada qui s'est présenté contre les États-Unis, on a des très bonnes chances de gagner, puis ça va être sûrement le match du mois. Parce qu'on est tous les deux huitièmes, puis pour moi, c'est le match que je veux voir. Effectivement, c'est le match au sommet un peu entre ces deux équipes-là, en tout cas au sommet canadien, en sachant que les États-Unis devraient complètement étriller l'Argentine. Daniel Cameron, quelque chose à ajouter? Ben, j'espère vraiment que Beth Priestman va faire d'autres essais lors du dernier match, là. C'est ce que je peux dire. Ben, on verra en tout cas. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Nous, c'est sûr, on va suivre ça de très près comme on le fait depuis le début de ce tournoi amical-là. Donc, on va vous dire merci de nous avoir écoutés et d'être toujours aussi fidèles à CS à l'érable. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur Culture Soccer. Comme d'habitude, à bientôt.